Aux États-Unis, une ancienne appréhension refait surface, la disparition des emplois, la chute des revenus et un effritement de la confiance en l'avenir. Étrangement, cette sensation rappelle celle qui a précédé la Grande Dépression. Un homme de 58 ans dans le Tennessee raconte avoir postulé pendant 4 mois sans aucun retour. Une femme en Arizona mentionne n'avoir jamais vu autant de pancartes à vendre dans son quartier. Ces signes ne sont pas anodins. L'économie évolue, laissant les travailleurs expérimentés sur le carreau. Manque de compétences adaptées, absence d'industrie viable, pas d'issue visible. À mesure que les communautés ouvrières sombrent dans ce cercle vicieux, un phénomène alarmant émerge. Certains États deviennent les foyers d'une nouvelle crise de l'emploi. Dans cette vidéo, explorez 10 États où décrocher un poste est devenu quasi impossible, ainsi que les facteurs profonds qui mettent des millions de familles américaines au bord du gouffre. Si vous vous inquiétez pour votre avenir, regardez jusqu'au bout. Californie, le pôle mondial de l'innovation, abritant les géants mondiaux des entreprises. Pourtant, son taux de chômage avoisine les 5,4%, le plus élevé du pays. Pour illustrer, sur 10 personnes sortant d'un café à San Francisco, une au moins est sans emploi, et 2 ou 3 autres survivent avec des salaires insuffisants. Un contraste amer et poignant. Un Eldorado des chances. Mais ces chances ne s'offrent pas à tous. La Californie de 2025 n'est plus celle d'antan. Les avenues de la Silicon Valley, autrefois bondées comme un marché animé, sont maintenant fluides sans les embouteillages habituels. Pas grâce à une meilleure circulation, mais parce que des milliers de salariés du numérique ont été licenciés suite à des restructurations successives. Intelligence artificielle, robotisation, réduction des dépenses. Cela paraît avant-gardiste, mais cela prive de nombreux cadres de leur livelihood. L'industrie du cinéma, jadis un rêve éveillé, chancelle avec des grèves, des productions au ralenti et des secteurs connexes en rétraction. Les banlieues de Los Angeles abritent des zones fantômes. Les lumières brillent encore aux fenêtres, mais à l'intérieur, des ménages luttent pour joindre les deux bouts, affrontant les loyers les plus exorbitants du pays. Ce qu'on évoque peu, c'est que la Californie n'est pas seulement coûteuse. Elle l'est à un point où un emploi à temps plein ressemble à une survie précaire. L'IA efface des postes, en bureautique, gestion et publicité, comme un effaceur impitoyable. De nombreuses firmes délocalisent vers l'Arizona ou le Nevada pour économiser sur les impôts. Les petites entreprises peinent avec le salaire minimum et les baux élevés, menant à des fermetures en cascade et une vague de pertes d'emplois. Les loyers surpassent largement les revenus moyens. Ainsi, même employé, on cumule un deuxième, voire un troisième boulot. Visualisez un ingénieur de 50 ans, fort de 20 ans d'expérience dans le tech, qui rivalise maintenant avec des jeunes codant à la vitesse de l'éclair. Ces perspectives ne sont plus celles d'hier. De nombreuses familles bourgeoises rognent sur les dépenses, restaurants supprimés, voyages annulés. Certains dépendent des aides alimentaires, chose impensable auparavant. D'autres se questionnent, suis-je obsolète ou le monde va-t-il trop vite? C'est le sentiment qui hante des millions de foyers californiens dans une économie florissante, mais sans en récolter les fruits. Si la Californie souffre du coût de la vie élevé et d'une tech galopante, le Nevada voisin pâtit d'une cause opposée. Quand les lumières s'éteignent, les opportunités s'évaporent. Quelle raison trouvez-vous la plus alarmante? Poursuivons. Au Nevada, particulièrement à Las Vegas et Carson City, vous croisez souvent un profil typique. Une femme enchaînant 2 emplois, caissière le jour, serveuse la nuit et chauffeur Uber les fins de semaine. Pourtant, elle peine à couvrir son loyer de 1 800 $. Blague à part, c'est la réalité. Dans un lieu dédié aux dépenses folles, les résidents luttent pour conserver leurs économies. Le taux de chômage stagne à 5,2%, parmi les plus hauts nationaux. Mais cette précarité n'est pas qu'un chiffre, elle imprègne l'atmosphère. Le Nevada diffère des États industriels ou high-tech. Il repose sur les jeux, l'hôtellerie, les spectacles, les congrès et les voyages. Quand l'économie mondiale freine, quand les budgets se resserrent, quand les vacanciers restent chez eux par inflation ou crainte, les emplois saisonniers s'effacent, les pourboires chutent, les horaires se réduisent. Des milliers se retrouvent avec un travail, mais un revenu insuffisant pour subsister. Une variante contemporaine du chômage. Ce qu'on tait souvent, c'est que le Nevada a tout misé sur le tourisme, comme un parieur risquant sa fortune sur une unique mise. Peu d'autres secteurs, pas de géants technologiques, aucune production massive. Une telle structure vacille au moindre soubresaut du marché. Les salaires dans les services sont bas de base et vite supplantés par des kiosques automatisés, des robots livreurs et des logiciels d'optimisation. Toute la splendeur de Las Vegas, ses néons, son éclat, ne fait qu'accentuer le paradoxe pour les habitants. Ils résident au cœur de l'entertainment américain, mais vivent dans l'angoisse à chaque baisse de fréquentation. Les seniors perdant leur poste temporaire peinent à rebondir. Les quadragénaires cumulent plusieurs jobs pour un niveau de vie basique. Les jeunes fuient, refusant une existence de journée double.
De nombreux ménages subissent des revenus fluctuants, abondants un jour, maigres le lendemain. Une tension permanente. Le sentiment de ne plus maîtriser son destin. C'est ce qui épouse les âmes névadiennes. Les touristes parient des sommes modiques à Vegas. Les locaux, ils risquent leur avenir sur les afflux sporadiques. Si le Nevada flanche par tourisme fragile, le Michigan voisin croule sous une raison plus déchirante. Le secteur qui a forgé l'Amérique moderne s'effrite sous nos yeux. Prêts à plonger au cœur de l'Amérique ouvrière, Michigan, le berceau industriel qui a jadis enregueillé la nation, où le vrambissement des machines résonnait comme un serment national, et qui aujourd'hui voit de nombreux quinquagénaires devant les usines désuètes se demandant « Ai-je encore ma place ?» Au Michigan, non seulement les emplois fuient, mais la population aussi. Le taux de chômage frôle les 5,1%. Détroit, ex-capitale automobile mondiale, a vu des dizaines de milliers de postes manufacturiers s'évaporer ces dernières années. L'essor des véhicules électriques apporte un espoir, mais avec bien moins d'emplois que les moteurs thermiques. Les jeunes migrent vers l'Indiana, la Floride ou les Dakota, où l'économie bouillonne. Le Michigan décélère et ses habitants le ressentent plus que n'importe quel rapport. Ce qu'on omet dans les discours officiels, c'est que le Michigan n'a pas failli par faiblesse. Il a succombé car le monde a muté trop abruptement. L'automatisation des chaînes de montage a balayé des emplois soutenant des villes entières en une saison. Les constructeurs délocalisent pour baisser les coûts. Les VE représentent l'avenir, mais exigent moins de main-d'œuvre que les essences. Le logement abordable, censé être un atout, rappelle cruellement la désertion humaine. Quand une ville perd son usine, le reste s'effondre. Commerce, éducation, soins. De nombreux Michiganiens ont œuvré 25-35 ans au même site. Brusquement, on leur dit que leurs savoirs sont périmés. Ce n'est pas qu'une perte d'emploi, c'est une perte d'identité. Foyers serrent la ceinture, disputent sur des factures mineures. Des quartiers jadis solidaires sont maintenant muets et abandonnés. Ces réalités échappent aux bilans économiques, mais habitent chaque foyer, chaque repas, chaque regard michiganien. On dit que Détroit se réinvente, reste à savoir en quoi. Si le Michigan narre le déclin d'un géant industriel, l'Ohio compte un État doté de ressources, de population, de terres, mais sans entreprise pour des emplois durables. Allons-y écouter leur récit. Du Michigan, cap au Cid vers l'Ohio. Un État souvent qualifié de pouls américain. Mais ce pouls bat peut-être un temps en retard. Le chômage en Ohio tourne à 4,8%. Pas extrême, mais inconfortable. En clair, sur 15 amis à un match à Columbus, 1 est au chômage et 4 ou 5 occupent des postes loin de leurs aspirations, compétences ou trajectoires rêvées. L'Ohio est ce genre d'État ni opulent ni misérable, mais assez ardu pour faire soupirer les travailleurs. Pendant des années, il a vécu de l'acier, du charbon, des fermes et de la mécanique. Aujourd'hui, les aciéries rétrécissent, l'agriculture souffre des coûts d'intrants. La fabrication n'est plus ce qu'elle était. De nouveaux emplois surgissent, oui, mais surtout en entreposage et transport. Cela semble prolifique, mais les paaies sont maigres, instables et vite automatisées. Et les jeunes, beaucoup désertent, pour Indianapolis, New York, Atlanta ou le Colorado, attirés par le numérique et les finances avec des rémunérations supérieures. L'Ohio se vide progressivement de sa force vive. Peut-être n'a-t-il pas échoué par paresse, mais parce que les règles ont changé et l'État n'a pas suivi le rythme. La mondialisation rend la production compétitive face aux imports bon marché. La formation tech ne suit pas l'économie nouvelle. Les incitations pour investissements étrangers pâlissent face aux États sud comme la Caroline ou l'Alabama. De plus, infrastructures vieillissantes et fiscalité entreprise peu attractive font de l'Ohio un choix secondaire. Jadis, un ouvrier y nourrissait sa famille. Désormais, c'est ardu. Très ardu. De nombreuses familles moyennes glissent vers le bas sans s'en apercevoir, jusqu'à annuler sorties, vendre biens ou cohabiter avec parents. Le stress financier s'insinue partout. Les couples se querellent plus, les quadragénaires coincent entre recommencer tard et renoncer tôt. La déprime monte mais peu l'avoue. Ce n'est pas qu'économique, c'est une question de dignité. Si le Michigan chute car son industrie est trop massive pour décliner doucement, l'Ohio trébuche parce que sienne est trop modeste pour percer. Et le Kentucky, il stagne en espérant le retour du charbon à sa splendeur. C'est la facette la plus mélancolique. Continuons. Le Kentucky n'est pas le plus démuni, mais le plus enlisé. Enlisé dans les souvenirs d'un âge d'or. Enlisé dans l'idée que le charbon reviendra, comme attendre un bus parti il y a des lustres. Kentucky n'est pas le plus démuni, mais le plus enlisé. Enlisé dans les souvenirs d'un âge d'or. Enlisé dans l'idée que le charbon reviendra, comme attendre un bus parti il y a des lustres. Un chômage à 4,8%. Banale statistique. Mais entrez dans une ville minière fermée et vous saisirez que 4,8% n'est qu'un chiffre. Le désespoir, lui, est palpable. De nombreuses mines ont fermé ou tournent au ralenti. Des bourgades jadis vibrantes d'extracteurs sont maintenant endormies. Les cafés désertés. Les épiceries bouclent tôt. Les demeures se vendent à prix dérisoire. Des emplois neufs?
Oui, mais insuffisant, instable, pas assez alléchant pour retenir la jeunesse. Le reste, commerce bas salaire, services éphémères ou gigs. Rien pour sustenter une famille comme autrefois. Le Kentucky n'est pas armé pour le monde actuel. Son économie a trop compté sur le charbon pendant des générations. La bascule vers l'énergie verte traîne et divise. Les écoles professionnelles et centres tech manquent pour recycler les compétences. Surtout, aucun secteur ne compense le charbon. Quand le pilier s'effondre, la structure économique vacille. Pour bien des Kentuckiens, miner n'est pas qu'un métier. C'est une fierté, un héritage familial, une légende transmise. Pourtant, ils contemplent maintenant les vieux puits rouillés comme un rappel glacial. Votre ère est close. Ce sentiment non seulement les prive d'emploi, mais les désoriente, ébranle leurs valeurs. Les jeunes partent, les restants n'entrevoient plus d'horizon. Un tourbillon évident, mais sans frein apparent. Au Kentucky, les musées du charbon prospèrent parfois plus que les mines elles-mêmes. Si le Kentucky colle au passé, l'île Lanoise s'embourbe dans un autre drame. Fiscalité lourde, vie chère, firmes en faillite, chômeurs piégés. Poursuivons. Il reste beaucoup à dire. L'île Lanoise affiche un chômage à 4,5%. Pas alarmant. Mais figurez une réunion familiale à Chicago. Sur 25 convives, un est sans travail. Et plusieurs cumulent tant de jobs qu'ils perdent la notion du temps. Notamment, le chômage chez les communautés afro-américaines y est parmi les plus élevés. Un taux abstrait, mais ancré dans les rues, les boutiques, les églises. Chicago regorge de gratte-ciel, de réseaux de transport élaborés, de cultures foisonnantes. Pourtant, les grandes entreprises désertent pour coûts prohibitifs. La violence et l'instabilité poussent les aisés ailleurs. Les restants, souvent vulnérables, peinent le plus à l'emploi. Plus on est démuni, plus Chicago est impitoyable. Ce cycle effraie plus que tout indicateur. L'île Lanoise ne manque ni de talent ni d'idées. Mais trois freins étouffent la création d'emplois. Fiscalité entreprise et immobilière élevée. Les patrons avouent, déménager en Géorgie ou au Texas économisent des fortunes. Et ils le font. Infrastructures usées, vieux réseaux, frais d'entretien exorbitants. Les firmes y réfléchissent. Ensemble, cela fait de l'île Lanoise un lieu où emploi et entreprises fuient. Par ailleurs, le coût de la vie force même les salariés à temps plein à un second job. Des Kentuckagères travaillent double ou triple pour conserver leur toit. À Chicago, les murs affrontent une triple concurrence. Main-d'œuvre immigrée bon marché, gigs et automates en vente et services. Plus d'efforts, plus d'épuisement. Pas par faiblesse, mais car le système pèse trop. On plaisante, bienvenue en île Lanoise, où 50 heures hebdo servent à payer des impôts. Drôle, mais véridique. L'île Lanoise prouve qu'une métropole ne garantit pas les opportunités. À l'ouest, l'Oregon est un autre cas. Pittoresque, serein, mais où bien des diplômés survivent via des gigs. Continuons l'histoire là-bas. En Oregon, commandez un café via une app et le livreur sort d'une voiture cabossée. Pourtant, il détient un bac en journalisme ou un master en éducation. Il sourit pour un pourboire de 3 $. Vous êtes interloqué. Pour beaucoup de jeunes Orégoniens, c'est le quotidien. Étudier plus, gagner moins. Haut niveau, bas revenu. Le chômage y est à 4,9%. Pas excessif, mais vivable avec peine. Plus marquant, le sous-emploi caché. Diplômés en poste non qualifié. Nombreux finissent en gigs, livraison, covoiturage, mi-temps en magasin, tâches en ligne horaires. Diplôme en poche, mais sans carrière vraie. Savoirs abondants, chance rare. C'est la faille majeure orégonienne. L'État abrite d'excellentes universités. Mais l'éducation surproduit. Le marché n'absorbe pas. Journalisme, éducation, environnement et art forment trop d'étudiants pour peu de recruteurs. À Portland et Salem, le coût de vie grimpe comme l'essence en 2010. Loyer, alimentation, assurance surpassent les hausses salariales. Même avec revenus stables, on grimpe une pente glissante. L'économie dépend de tech et export. Instabilité globale. Ralentissement tech et logistique. Emploi volatile. Conséquences. Malgré 5, 7 ou 9 ans d'études, recommencer du bas. Les jeunes Orégoniens doutent du rêve américain. Ils ont suivi les conseils parentaux. Travaillez dur, l'avenir viendra. Mais il arrive sous forme de factures écrasantes. Les parents impuissants. Ils ont tout bien fait, investi dans l'éducation. Mais le système ne génère pas assez de demandes pour les diplômes proliférants.
Pas chômeur, mais déçu. On dit l'Oregon est trop splendide pour partir, mais trop onéreux pour y rester. Si l'Oregon n'a étudié dur et resté modeste, le New Jersey compte gagner gros et rester modeste. Une pauvreté chic, mais stressante. Poursuivons. Le New Jersey attend. New Jersey. État prospère et dynamique, collé au noyau économique new-yorkais. Mais l'ironie y est plus forte qu'un expresso matinal. Gagner 80 000 $ annuels et se sentir démuni. Les externes envient, salaire élevé, vie idéale. Mais demandez aux résidents de Newark, Trenton ou Patterson, ils riront jaune. Celui d'un vécu amer. Essayez loyer, taxes et l'assurance ici, vous verrez. Le chômage au New Jersey est à 4,9%. Pas élevé, mais la précarité diffuse. Pourquoi ? Car emploi rime avec loyers nationaux records. Taxes foncières les plus hautes. Assurance auto, habitation, santé, exorbitantes font passer des nuits à calculer le budget mensuel. Paradoxe, famille moyenne stable migre en Virginie pour vivre, puis pendule quotidiennement comme des migrants forcés. 3 causes font du New Jersey un lieu de gains élevés mais poche vide. Dépendance à New York. Son ralentissement en finance, banque, immobilier impact. Taxes et coûts fixes trop lourds. Dicton. Haut salaire 10%, taxe 10%, équilibre nul. Ajoutez la crise logement. Offre faible, demande forte, prix fou. Une maison ordinaire vaut l'épargne de 25 ans de labeur. Les Jersey ressentent, effort accru, retenue moindrée. Famille engluée financièrement. Couple taille dans le superflu. Enfant renonce à l'indépendance. Aîné s'alarme des assurances santé. Emploi stable, mais peur viscérale. Une facture imprévue ruine tout. Pas pauvreté classique, mais épuisement mental. Malgré revenus. On dit New Jersey, travailler à New York, vivait comme en Floride. Aussi cher, même pression, juste plus froid. Le New Jersey illustre gagner beaucoup et rester précaire. La Virginie occidentale, elle, montre la précarité pure, malgré les efforts. Plus brute, triste, miroir clair du nombre de dépressions 2.0. Continuons. Les locaux disent « on chôme, on rage, mais on nous assure l'économie va bien ». Comique et navrant. La Virginie occidentale a un chômage à 4,9%, mais alarmant. Participation au travail la plus basse nationale. Pas que manque d'emploi, mais abandon des recherches. Population vieillissante. Jeunes font leurs valises pour le Maryland, la Caroline ou plus loin, faute d'avenir clair. Sans jeunesse, pas de job neuf. Sans jobs, exode jeune. Cycle vicieux décennal. La Virginie occidentale s'accroche au charbon. Jadis prospère, ville entière en vivait. Mais déclin industriel, tout s'effondre. Communauté s'évapore. École ferme par manque d'élèves. Soins rétrécissent faute de fonds. Investisseurs fuient l'absence de dynamisme. Personne ne faute. Mais nul n'extrait l'état du passé. Pas que pauvre en argent, pauvre en perspective, en espoir. Famille sur aide, villes oubliées. L'ex-robuste s'assit sur son perron, contemple la rue vide et se demande où aller. Où sommes-nous largés par l'époque ? Question simple, lourde comme les rocheuses devant eux. En Virginie occidentale, une maison coûte le prix d'une chambre en Californie. Seul hic, pas de job pour l'électricité. Dicton amer. L'Amérique ne s'effondre pas d'un coup, mais chaque État, ville, foyer sent les secousses rappelant la Grande Dépression de nos aïeux. Peut-être pas la dépression 2.0 textuelle, mais une malaise nouvelle, silencieuse, étendue, nous touchant tous. Et vous, dans quel état vivez-vous ? Vous ou un proche, peinez-vous pour un salaire vivable. Cause majeure, innommation, loi ou économie trop vive. Partagez en commentaire, je lis tout et veux vos histoires. Si utile, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune analyse future. Contenu basé sur données publiques et études indépendantes. Pas d'attaque contre personne, entité ou gouvernement. Non conseil financier, emploi ou politique. Opinion pour référence, inciter à évaluer seul et approfondir. Merci d'être resté. À bientôt.